Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité de l'immobilier. Alors aujourd'hui, on va analyser le marché immobilier ancien en France avec un expert du secteur, Eric Alouche. Il est directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour Eric. 2024 a été une année de transition avec un marché immobilier en pleine mutation. Nous allons voir ensemble les enseignements qu'on peut tirer de cette année en 2024 et surtout des perspectives pour cette année 2025. Alors Eric, 2025 c'est en fait traduit par un volume de transactions inférieur à 800 000 transactions, en ligne avec les prévisions du début d'année. Comment est-ce que vous analysez cette année 2024 qui a été marquée par des taux de crédit notamment historiquement élevés? Alors effectivement, 2024 a été une année de transition, comme vous l'avez dit, tout simplement à cause des taux de crédit qui ont augmenté de manière assez importante en début d'année, puisqu'on était, je crois, à 4,26 en décembre 2023, donc au début de l'année 2024. Donc évidemment, dans la mesure où les taux déterminent directement la capacité des gens à acheter, forcément, ça a un impact sur les volumes. Puisque si les taux montent, les gens peuvent moins acheter, donc ce qui a pour conséquence directe de faire baisser les volumes. Donc l'année 2024 a été effectivement une année un peu difficile. On a vu une remontée quand même assez lente des taux tout au long de cette année. Et une accélération qui s'est traduite, en fait c'est la traduction de ce phénomène qui a eu des répercussions chez nous. Dès le premier trimestre 2024, en fait, on a vu une augmentation des promesses de vente immobilière qui évidemment donne lieu ultérieurement à des actes authentiques. Donc c'est là où on le ressent dans les statistiques à compter du premier semestre. Mais nous, dès le premier trimestre 2024, on a vu que ça s'améliorait puisque en fait, le volume de vente par agence, on a analysé ça au sein de notre service analyse et prévision de ERA France, on a constaté une amélioration de la situation. Depuis le deuxième semestre 2024. Alors, elle a été effective, puisqu'effectivement, ça se traduit dans les actes authentiques. Donc, il y a toujours un délai, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, même hier, on a un délai de moyen de 3 mois entre la signature de la promesse de vente, donc l'avant-contrat, et la signature de l'acte authentique chez le notaire, l'acte notarié. Alors, dans le bilan que vous avez publié en janvier, on notait que les prix étaient orientés donc à la baisse, avec une moyenne nationale de environ moins 4% pour les maisons et environ moins 1% pour les appartements. Paris a particulièrement été touché avec une baisse de quasiment 5% du prix au mètre carré. Est-ce une correction saine du marché ou une situation qui vous préoccupe ? Non, je dirais le marché il s'équilibre de lui-même, puisque ce qui détermine même tout, au-delà même du taux de crédit, c'est l'inflation. Quand vous avez une inflation qui monte, forcément, vous avez la BCE, Banque Centrale Européenne, qui va améliorer ou qui va restreindre un peu les possibilités de crédit. Donc, ce qui va avoir un impact direct sur les taux de crédit. Là, actuellement, on est orienté dans une baisse des taux de la part de la BCE. Tant que ça continue, effectivement, on est dans une tendance où les taux vont baisser, voire être stabilisés. Là, on a une toute petite augmentation, mais on devrait arriver, je pense, encore à une petite baisse, ce qui est prévu. Après, on ne peut pas savoir vraiment ce qui va se passer. Mais tout est déterminé, en fait, par ces éléments, par ces indicateurs économiques qui déterminent tout le reste. Donc, évidemment, quand il y a des taux qui sont bas, ça fait augmenter les volumes et inversement. Donc, voilà. Alors, en Ile-de-France aussi, on a observé une tendance à la correction avec de fortes disparités entre départements. Comment expliquez-vous que les départements comme le Val d'Oise et le Val-de-Marne voient leur prix grimper alors que d'autres baissent ? Ça dépend. Chute, alors, il y a plein de paramètres qui jouent, en fait. Ça dépend du prix du bien immobilier. Ça dépend aussi de l'ampleur de la hausse qui s'est produite avant. Donc, il y a toujours des effets de correction. Ça dépend aussi de la qualité
en termes de performance énergétique du bien qui est de plus en plus prise en compte. Donc il y a tout un ensemble de paramètres. Ça dépend aussi du type de bien localement, puisque quand vous avez des zones étudiantes, forcément, il y a une demande assez forte ouais. sur les petites surfaces. Donc il y a plein de paramètres, il y a plein de phénomènes qui entrent en jeu. Ça dépend aussi des maisons, parce qu'évidemment, les maisons, en général, ont des budgets supérieurs à ceux des appartements. Donc tout ça, je dirais, ça s'intercroise et ça fait qu'on a des tendances comme ça. Alors, en région, certaines zones connaissent une forte reprise. Hein. C'est le cas notamment de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, hein, respectivement plus 8 et presque 10%. Enfin, 10% pour la Nouvelle-Aquitaine et quasiment un peu plus de 8% pour l'Occitanie. Tandis que d'autres, comme la Bretagne, sont en recul. Qu'est-ce qui explique ces disparités ? Alors, ce qui explique ça, c'est toujours des phénomènes de correction. En Occitanie, on a eu une augmentation assez forte. Donc après on a une baisse et puis là effectivement on voit la situation qui rebondit. La Bretagne c'est pareil, il y a eu un engouement extrêmement important sur la Bretagne, notamment la période du Covid, puisque la Bretagne c'est pas très très loin de la région parisienne quand même. Les prix étaient relativement bas, donc il y a eu un engouement extrêmement important sur la Bretagne avec des prix qui ont monté. Aujourd'hui il y a des phénomènes de correction. Donc tout ça s'explique. Les phénomènes de marché n'arrivent pas par hasard, c'est la conséquence d'un processus. Il y a la cause et il y a la conséquence. La conséquence, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, il faut bien regarder les causes. Et en regardant les causes, on peut déterminer d'ailleurs les conséquences. Alors, il y a 2024, ça a été également, elle a été marquée par une transformation du profil des acquéreurs. Les secondos accédants sont plus nombreux. Les primo-accédants peinent à financer leurs projets, 31% normal, d'après votre étude des transactions. Et les investisseurs se retirent progressivement et ne représentent plus que 15 ou 16% des ventes. Quel est l'impact de cette mutation sur le marché ? Alors là, c'est pareil. On a effectivement, compte tenu de cette difficulté d'obtenir du crédit, ça a impacté directement les primo-accédants. Les banques étant aussi plus frileuses, elles demandaient un apport supplémentaire. Donc forcément, tout ça, ça a pénalisé directement les primo-accédants, plus l'arrêt du PTZ sur les maisons qui a quand même eu une importance aussi significative, puisque quand même le PTZ sur les maisons, c'était ce qui était le plus demandé, ce qui est le plus utilisé. Donc tous ces paramètres-là, mis bout à bout, ont eu des conséquences sur les primo-accédants. Les secondos accédants, effectivement, sont des gens qui ont un peu plus de moyens, tout simplement, parce qu'ils sont déjà propriétaires d'un bien immobilier, donc ils ont déjà un apport. Donc forcément, leur part a augmenté dans le panier, dans l'ensemble. Les investisseurs, effectivement, là, c'est pareil. Ça dépend aussi des taux de crédit, ça dépend aussi des banques. Donc, quand vous avez du cash, les banques vous prêtent. Et puis, quand vous n'en avez pas, quand vous n'avez pas un apport important ou des garanties suffisantes, forcément, il y a des restrictions. Donc, ce phénomène-là, ou cette situation des taux et cette situation économique, au-delà même des taux, a impacté tous les acteurs de manière différente. Mais effectivement, les primo-accédants, ce sont ceux qui ont été le plus pénalisés. Donc, ce qui est effectivement dommage, parce que, je dirais, les gens qui ne sont pas aujourd'hui propriétaires, donc qui sont locataires, sont pénalisés. Et c'est dommage, parce qu'il vaut mieux payer un crédit que payer un loyer. Et ça aussi, vous savez, on ne le dit pas assez, mais c'est un facteur de cohésion sociale. Quand vous êtes propriétaire de votre bien immobilier, vous êtes beaucoup plus assis dans la société, vous êtes plus en sécurité, vous êtes plus serein, donc c'est un facteur de stress en moins. Quand vous n'êtes pas propriétaire, il faut payer votre loyer tous les mois et que vous n'avez rien, que vous arrivez à la retraite sans rien, c'est quand même très, 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 très difficile pour beaucoup. Alors, on va parler de 2025 maintenant, parce qu'on y est depuis un mois et demi. Les projections sont encourageantes. On va plutôt vers 850 000 transactions. Enfin, en tout cas, c'est l'horizon qu'on voit. On a aussi la baisse des taux de crédit, puisqu'on parle d'un taux qui pourrait descendre sous la barre des 3%. Les projections les plus optimistes donnent même 2,5% à la fin 2025. Est-ce qu'on peut parler d'une reprise, d'un retour en tout cas à la normale ? Alors on peut parler effectivement d'une amélioration de la situation, puisque il faut savoir que la moyenne quand même pendant très longtemps, c'est plutôt 900 000 transactions que 1 million. On a franchi 1 million avant le Covid. Et on s'est très vite habitué à ça, avec effectivement 1,2 million, qui était une situation incroyable, qu'on veut revivre évidemment, anormal, mais qu'on ne revivra pas parce que c'était anormal. Et la moyenne, c'est plutôt autour de 850 900 000 transactions. Donc là, la situation au niveau des taux s'améliorant, compte tenu encore une fois de la baisse du taux d'inflation.
On Oui, c'est ça, a une qui est situation qui maîtrisé à s'améliore. 1,3%. Voilà. Mais tout est déterminé Ouais. par ça. C'est-à-dire il faut regarder tous ces phénomènes économiques et notamment ce qui va se passer aux États-Unis qui va être intéressant en termes d'attractivité des capitaux. Donc si effectivement le taux d'inflation reste bas, on aura des taux qui vont rester bas, ce qui va favoriser l'augmentation des volumes. Et du coup, par contre-coup, forcément, une petite hausse des prix, en tout cas une stabilisation des prix, puisque tout est lié en fait. Hein. Mais est-ce que ça suffira, notamment pour relancer l'offre, notamment pour les primo-accédants, enfin, cette maîtrise de l'inflation à 1,3% et les taux qui continueront de Alors, ce qui est baisser. sûr, c'est que ça va permettre de resolvabiliser un certain nombre d'acquéreurs, ce qui est effectivement très positif. Est-ce que ça suffira ? Ça ne suffit jamais, parce qu'effectivement, il faudrait des dispositifs, non pas d'aide, j'aime pas ce terme, parce qu'on a l'impression qu'on fait la manche, mais d'incitation. J'aime bien l'incitation, c'est mieux que la L'incitation, ouais. coercition. Il vaut mieux donner aux gens envie de faire quelque chose plutôt que de les taxer. Ça me paraît beaucoup plus sain et dans l'esprit de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc il faut inciter à ce secteur. Le retour du PTZ Oui, voilà, sur les maisons, l'élargissement du PTZ. c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure. Ça avantage directement les primo-accédants, mais il en faut d'autres. Parce qu'il faut aussi des mesures du côté des investisseurs. Il faut savoir que ce qui n'est pas construit aujourd'hui, ce ne sera pas présent demain. Il y a une étude de l'INSEE de l'année dernière, de 2024, qui prévoyait qu'en 2050, on aurait besoin entre 3 et 6 millions de logements en plus. En plus, ça c'est pas coloré d'un intérêt, je sais pas lequel, mais c'est objectif. Ça veut dire que c'est des réalités économiques. Et si aujourd'hui les bonnes mesures ne sont pas prises, on va le payer demain, sachant que l'immobilier, c'est du temps long. Donc les décisions qui ne sont pas prises aujourd'hui, encore une fois, vont nous impacter directement. Donc il faut prendre des mesures d'incitation pour le logement. Avec tous ces éléments, 2025 s'annonce comme une année de rupture, mais aussi de réajustement. En tant que professionnel du secteur, un des leaders, quel message souhaiteriez-vous adresser aux acheteurs et aux vendeurs qui hésitent encore à se positionner sur le marché ? Je dirais, il faut de toute façon, concernant l'acquéreur, il vaut mieux être propriétaire que locataire, ça c'est une réalité. Quand on peut acheter, de toute façon, encore une fois, l'immobilier c'est du temps long. Quand on peut acheter, on est toujours gagnant. Sauf quand effectivement on doit revendre rapidement. Mais si vous prenez les statistiques et l'historique à moyen et long terme, on est toujours gagnant quand on achète. Donc ça, c'est pour les acquéreurs. Et puis on peut dire aussi, si le taux de crédit baisse, je pourrais toujours retourner voir ma banque, essayer de demander une baisse des taux. Ça, c'est déjà fait, ça peut se refaire. Concernant le vendeur, il est peut-être aussi intéressant de voir si on ne peut pas acheter quelque chose d'autre, augmenter la taille de son immobilier. L'immobilier, encore une fois, c'est le domaine. C'est un domaine essentiel. On a tous besoin de se loger. C'est intemporel, c'est du fongible, c'est quelque chose de solide, c'est pas du virtuel, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de choses qui sont virtuelles, et c'est du concret. Ça veut dire que l'immobilier représente et représentera toujours un élément attractif dans un patrimoine et nécessaire, absolument nécessaire. Merci beaucoup Eric Alouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier, d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. On marque un petit temps d'arrêt, le temps de découvrir l'info du jour. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et aujourd'hui, on va partir à Los Angeles, qui se retrouve face à un défi titanesque, reconstruire plus de 10 000 maisons détruites en 3 semaines par les incendies, entre dépollution des sols, pénurie d'ouvriers et explosion des coûts des matériaux. La reconstruction prendra au moins 3 à 5 ans, voire 10 ans, pour un retour à la normale. Les normes anti-incendie et environnementales, désormais plus strictes, alourdiront encore le processus. Un chantier colossal ralenti également par une crise du logement et du bâtiment déjà bien présent aux États-Unis. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et retour dans le Club Imo sur Radio J. Alors avant de retrouver notre ami David Regna qui nous attend à Playa del Carmen au Mexique, Julie Douarin est avec moi aujourd'hui, influenceuse immobilier, et on va parler un petit peu d'international. Qu'est-ce que vous avez retenu dans la presse cette semaine, ma chère Julie ? Commençons notre tour du monde de l'actu, mon cher Marc, à Dakar, capitale sénégalaise qui voit son patrimoine architectural disparaître sous la pression de la spéculation immobilière. Des bâtiments historiques qui cèdent la place à des immeubles modernes
souvent impersonnel. Plusieurs architectes tentent d'alerter, mais le prix du foncier explose, atteignant jusqu'à 3 000 € le mètre carré. À ce tarif-là, les terrains valent plus cher que les bâtiments eux-mêmes. Résultat, les démolitions souvent réalisées en toute discrétion et une identité urbaine qui s'efface peu à peu. On a une deuxième information peut-être. Direction cette fois-ci Israël. Un appartement de 140 mètres carrés à Tel Aviv, dans le quartier du Florentin, s'est vendu 11,5 millions De shekels. de shekels et pourtant, il n'est pas encore construit. Ce 5 pièces avec 2 terrasses et 2 places de parking fait partie d'un projet qui prévoit la construction de 160 logements et un hôtel. Malgré un marché de l'ancien en perte de vitesse, Florentin reste une valeur sûre, un quartier en plein essor où les prix montent aussi vite que les grues. Merci beaucoup Julie Douarin. Alors comme promis, on se rend au Mexique à Playa del Carmen. Bonjour David Rania. Oui, bonjour Marc, ravi d'être avec vous. David, le Mexique est particulièrement dans l'actualité depuis la seconde élection de Donald Trump. Est-ce que vous avez l'impression que cela a déjà changé des choses dans la politique de votre pays ? Oui, alors il est clair que les déclarations toujours tonitruantes du président Trump ont entraîné un petit vent de panique au gouvernement ici. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que Donald Trump, c'est d'abord un homme d'affaires, c'est un négociateur. Un négociateur un peu brutal, puisque sa technique favorite, c'est d'asséner une bonne droite à son adversaire avant de négocier. Oui. Mais il y a ici un pacte qui s'appelle l'ASEUM, qui a remplacé l'ALENA, en fait, depuis quelques années. Et dans ce pacte, il y a déjà beaucoup de choses qui sont fixées pour les transactions entre les deux pays. Donc, il ne peut pas y avoir de remise en cause brutale tout d'un coup des transactions entre les deux pays, puisqu'on sortirait du coup du cadre de cet accord. À mon sens, on est plutôt devant une théâtralisation auprès des électeurs américains que devant une situation réellement problématique. Alors, est-ce qu'il y a déjà des impacts sur le marché immobilier ? Oui, alors il y a un impact notamment très positif pour les investisseurs nord-américains, c'est que depuis l'élection du président Trump, la monnaie américaine a gagné en pouvoir d'achat par rapport à la monnaie mexicaine. Et donc les investisseurs américains ont gagné du pouvoir d'achat pour acheter ici et ils ne s'en privent pas. Est-ce que pour l'investisseur, il y a de vraies opportunités dans votre région ? Oui, ouais, complètement. Par exemple, en tant qu'investisseur, par exemple, pour assurer un complément de retraite, pour le prix d'un studio parisien nu, on peut acquérir ici un appartement à des budgets très raisonnables, par exemple un appartement de 2 chambres, à la fois équipé et meublé. Et ceci avec un risque extrêmement maîtrisé, puisqu'on est sous le régime de la location saisonnière, donc on n'a pas de problème de gestion des locataires. Et on peut bénéficier de nombreux avantages en fait. Un taux d'occupation ici qui est aux alentours de 75%, puisqu'on a une saison touristique extrêmement longue, une rentabilité nette qui flirte autour des 10%, une valorisation de son bien entre 5 et 10%, puisque les prix ont été multipliés par 3 ici depuis 2011, et enfin une réelle diversification de vos actifs, puisque le Mexique, il est en zone dollar. Et la diversification, comme on le sait, est un élément clé de la bonne gestion de son patrimoine. Voilà. Par contre, il faut réagir relativement vite, puisque depuis un mois et demi, on a vu commencer le déclin de la monnaie américaine de la monnaie européenne par rapport au dollar, et on a perdu pratiquement 5% de pouvoir d'achat. Donc, en un mois et demi, c'est beaucoup. Et surtout, il y a moins de contraintes bureaucratiques en Europe. Ah bah exactement, le processus ici est beaucoup plus souple et beaucoup plus fluide. Pas de réglementation ubuesque, pas de normes environnementales exagérées. Pour illustrer ce point, la première chose que demande un Mexicain quand il en a les moyens, c'est d'installer la climatisation chez lui. Et il a tendance à la régler comme un Américain, donc extrêmement bas. Est-ce que, avant de conclure, est-ce que vous avez un exemple concret de bien immobilier que vous proposez actuellement ? Oui, alors on a un très très bel appartement en pré-vente, c'est-à-dire avant la phase de commercialisation classique à Playa del Carmen. Il fait 100 mètres carrés, 3 chambres, 3 salles de bain, une terrasse avec vue sur la mer, et il est situé dans une résidence complètement privée avec golf, piscine, spa, salle de sport, kids club, j'en oublie. Le prix est extrêmement compétitif et vu sa localisation, il offre un excellent potentiel de valorisation. Merci beaucoup David Rania. D'ailleurs, ces opportunités d'investissement, on peut les retrouver sur votre site internet. Vous nous le rappelez ? Absolument. Donc vous pouvez retrouver tout cela sur notre site helios-premium-immobilier.com.
Merci beaucoup David Régnat. Voilà, écoutez, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir dès la semaine prochaine, 16h05, sur Radio J. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.